RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Merci de nous suivre en direct de Kinshasa. Voici le principal titre du journal. Luanda, la capitale angolaise, abrite ce lundi une réunion ministérielle tripartite dont lui revient la médiation. Au cœur du débat, les tensions persistantes entre Kigali et Kinshasa, la neutralisation des FDLR reste un défi à relever. Changement de la constitution congolaise, toujours d'actualité, les langues continuent à se délier. Le parti cher Adolphe Mozitou, Nouvel Élan, se prononce à son tour. Ce parti de l'ancien Premier ministre soutient le changement de cette loi fondamentale qui nécessite des réformes parce qu'ayant été conçues pour le besoin d'une transition. L'humanité a célébré ce 25 novembre la journée internationale pour l'élimination de la violence faite à l'égard des femmes. 5 jours d'activisme sont lancés à cette fin sous le thème « Riposter, se reconstruire après les violences ». On en parle dans ce journal. En RDC, la province du Nord Kivu bat le record quand même des chiffres des formes de violence. Bienvenue à tous. Merci de nous choisir pour vous informer. Selon les sources concordantes, une nouvelle réunion ministérielle tripartite s'est tenue ce lundi 25 novembre à Luanda sous la médiation de l'Angola et pour aborder les tensions persistantes entre Kinshasa et Kigali. Ce dialogue s'inscrit dans le cadre du plan harmonisé pour la neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, et le désengagement des forces rwandaises de l'Est de la République démocratique du Congo. Les délégations seront donc conduites par Thérèse Kaikambwa, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la RDC et la ministre des Affaires étrangères du Rwanda. La rencontre est supervisée par le ministre des Relations extérieures de l'Angola qui joue le rôle de facilitateur régional dans ce processus. Ce lundi, les discussions ont donc tourné autour de la mise en œuvre effective du plan harmonisé et cette réunion de Luanda représente une nouvelle tentative pour désamorcer des tensions entre les deux pays voisins mais antagonistes afin de trouver des solutions durables à une crise qui continue de déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. La mission gouvernementale conduite par la première ministre Judith Suminwa dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri a été expliquée devant la presse dans cet exercice de redevabilité qu'a organisé le ministre de la Communication et des Médias, le vice-premier ministre de l'Intérieur qui supervise l'état de siège dans ces deux provinces, a fait savoir que la chef du gouvernement va remettre son rapport au chef de l'État pour des études beaucoup plus approfondies sur la requalification de l'état de siège. Des précisions dans ce reportage de Jean-Sar Mikanda. La mission effectuée par la première ministre dans les provinces sous état de siège a été clairement expliquée dans ces briefings presse coordonnés par le ministre de la Communication et des Médias. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur qui supervise ces actions a fait savoir que l'état des sièges, qui est une situation d'exception, est bien géré au niveau du gouvernement. Maître Jacquemain Chabani a noté également des avancées significatives par rapport aux préoccupations de la population. Pour lui, la chef du gouvernement qui a pris langue avec toutes les couches sociales des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri avait la mission d'évaluer sur terrain la situation sécuritaire afin de voir comment permettre aux populations de ces deux provinces de retrouver une vie constitutionnelle normale. Il faut se rappeler
que c'était au cours du premier mandat, l'année passée, au lendemain de la table ronde qui avait convoquée par le président de la République, qui avait pour objectif d'évaluer l'état de siège, il avait été pris un certain nombre de recommandations au travers d'une ordonnance prise par le président de la République. Toute cette situation, en termes de responsabilité, a nécessité que Madame le Premier ministre descende sur le lieu. Et cette mission est descendue dans les 2 provinces et a pris le temps de rencontrer non seulement les responsables. Des questions d'actualité n'ont pas été oubliées. Pour le patron de la territoriale, l'évaluation de l'état des sièges n'a rien à voir avec l'initiative de la révision ou du changement de la Constitution. La problématique de revoir certaines dispositions de notre Constitution, elle se pose et elle s'est posée et on en a parlé avant les élections, après les élections. L'évaluation de cette situation d'exception sur laquelle ces 2 provinces sont organisées aujourd'hui, il faut qu'on évalue, il faut qu'on arrive à voir comment leur permettre de retrouver une vie constitutionnelle normale. La requalification de l'état des sièges avait été déjà proposée en août 2023. Le rapport de la mission de la première ministre sera fait au chef de l'État pour des décisions d'allègement en termes du développement des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Parlons aussi du dernier passage de la première ministre au Nord Kivu et en Ituri dans le cadre de l'évaluation de l'état de siège. La notabilité de ce coin du pays qui souhaite la levée de cette mesure d'exception pense par ailleurs que cette énième évaluation va aboutir à des résultats concrets afin de permettre les populations de ces 2 provinces de vivre pleinement dans la liberté. Suivez tour à tour Dadi Saleh, membre de la société civile du Nord Kivu, et Achille Kapanga, ancien maire de la ville de Béni. Nous pensons qu'il y a plusieurs rapports sur la table de Madame la Première ministre, sur la table du ministre de l'Intérieur, qui démontrent suffisamment que l'état de siège n'a pas réussi. Voilà pourquoi nous pensons que c'est une occasion pour Madame la Première ministre et non pas de penser que les militaires n'ont pas réussi. Non, mais les militaires ont été amenés dans une mission qui ne cadre pas avec leur formation. Il faut laisser les militaires faire leur travail au front avec les menaces qui sont visibles aujourd'hui, qui ne sont palpables aujourd'hui. Je pense que c'est l'occasion pour Madame la Première ministre de dire aux militaires que non, vous n'avez pas échoué, mais on vous a donné une mission qui n'est pas la vôtre. Donc j'estime exactement qu'on devait déjà être capable de sortir de l'état des sièges par rapport à l'article 85 qui régit cet état des sièges et aller s'il le faut à l'article 86 qui suit directement l'article 85, c'est-à-dire l'état de guerre, se battre. Et on devait effectivement améliorer les conditions de la réserve armée de la défense, notamment les Wazalendu, et donner le maximum de moyens. Voilà la grande concentration. Maintenant, des petites théories, est-ce qu'il faut un militaire ou bien un civil? Franchement, ce n'est pas ça la chose la plus importante. Mais on sait très bien que les militaires ont eu vraiment leurs limites pour l'instant et les civils avaient eu leurs limites. Donc, si on appliquait l'article 86, c'est-à-dire qu'on devait se battre et ne pas se concentrer sur de petits points un peu trop techniques pour l'instant, nous devrions avoir un budget de guerre, une économie de guerre et un investissement, des investissements de guerre pour nous permettre avec tout le moyen que nous avons de nous battre. Quant à discuter sur de petits points, que ce soit un civil, que ce soit un militaire, franchement, ce sont des petits points par rapport au fait que la maison est en train de brûler. On ne doit pas se poser des questions. Qui nettoie mieux? Tout le monde est supposé nettoyer. En politique, l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito et son parti Nouvel Élan disent ne pas s'opposer au changement de la Constitution. Lors d'une conférence de presse tenue ce lundi au Centre d'études pour l'action sociale, son secrétaire général Blanchard Mongomba a affirmé que le texte de 2006 est une constitution de transition qui nécessite à ce jour des réformes pour répondre aux aspirations actuelles du peuple congolais. Suivez-le. On y reviendra dans nos éditions qui suivront. Après sa mission
Au Nord Kivu et en Ituri, où elle a évalué l'état de siège dans ces provinces en proie à l'insécurité, la première ministre séjourne actuellement à Rabat, au Maroc, pour affermir les relations bilatérales entre la RDC et le royaume chérifien. La première ministre de la RDC, Judith Suminwa, va donc participer à la 16e édition du forum May Days, un événement annuel qui se tiendra à Tanger sous le thème « Souveraineté et résilience vers un nouvel équilibre mondial ». Suivez ce reportage pour plus de détails. Après une série d'émissions de services à travers l'Europe, l'Asie et l'Amérique pour présenter les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo, la première ministre Judith Suminwa a entrepris une tournée déterminante au Nord Kivu et en Ituri, mandatée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour évaluer l'état de siège. Cette initiative vise à apporter des solutions concrètes aux défis sécuritaires rencontrés dans ces régions, tout en renforçant la présence de l'État congolais face à des problématiques critiques. La première ministre séjournera donc au Royaume du Maroc du 24 au 29 novembre 2024 afin d'affermir les relations bilatérales entre la RDC et le Royaume chérifien et de participer à la 16e édition du forum May Days. Cet événement annuel se tiendra sous le thème « Souveraineté et résilience vers un nouvel équilibre mondial » constituant une plateforme clé pour le dialogue stratégique entre dirigeants des pays du Sud. Créé en 2008, le forum May Days symbolise l'approche proactive du Maroc en matière de la diplomatie et de coopération internationale, promouvant les intérêts et les visions des pays africains et arabes dans un contexte mondial de plus en plus multipolaire. La visite de la chef du gouvernement de la RDC intervient dans un contexte où les relations entre les deux nations sont marquées par une coopération renforcée, notamment sur les plans économiques et diplomatiques. Le Maroc, avec son modèle de développement africain, se positionne comme un partenaire stratégique pour la RDC dans les domaines des investissements, des échanges commerciaux et de l'industrialisation. Cette rencontre de haut niveau entre responsables congolais et marocains représente une opportunité d'approfondir cette collaboration. Cette visite, qui s'inscrit dans la dynamique de renforcement des liens entre le Maroc et la RDC, deux pays unis par une vision commune des développements africains à travers la coopération et les échanges stratégiques dans les secteurs clés de leurs économies, se conclura par un dîner organisé en l'honneur de la première ministre. Ce 25 novembre 2024, l'actualité s'est plus focalisée sur la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Cette journée marque ainsi le début des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre, avec comme thème « Riposter et se reconstruire après les violences ». Et cette campagne donne ainsi l'occasion d'attirer l'attention sur l'augmentation exponentielle de la violence à l'égard des femmes et des conditions inquiétantes qui règnent en République démocratique du Congo. À travers tout le pays, l'ONU a documenté plus de 5000 cas de violences sexuelles et 25 000 femmes prises en charge pour ces violences, dont 17 000 seules dans la province du Nord Kivu, selon Médecins sans frontières. Plus de détails dans ce récit signé Sephora Kapinga, mais commenté par Dieu merci Diaka. L'immense majorité des femmes et des personnes sexisées font l'expérience de la violence des genres au moins une fois dans leur vie. Chaque expérience et chaque parcours de reconstruction est unique et individuel. Les ressources à disposer, la situation des handicaps, la racialisation, l'âge et l'identité sont autant de facteurs qui vulnérabilisent davantage à la violence. Et pourtant, notre réponse collective est essentielle pour prévenir la violence et faciliter la reconstruction de ces victimes et survivants. Les 16 jours d'activisme contre la violence du genre mettent en lumière les actions nécessaires pour prévenir la violence et soutenir les victimes afin qu'elles puissent mener une vie libre de violence. L'accent cette année est mis à la fois sur les soutiens individuels et sur la prise des responsabilités collectives et structurelles. Pour une prévention efficace et un soutien adapté, il est indispensable de promouvoir des changements sociaux, de garantir des ressources financières suffisantes et d'améliorer la protection juridique des personnes concernées. La violence des genres inclut toutes les formes de violence, du harcèlement au féminicide. Ces actes ne sont pas des incidents isolés, mais s'inscrivent dans une structure
patriarcale et discriminatoire marquée par l'inégalité. Les mesures de prévention doivent donc englober toutes les formes de violence de genre et intervenir dans tous les lieux de vie sociale. À travers ces 16 jours d'activisme, les sociétés visent à mettre en avant ces enjeux, à visibiliser les dispositions de soutien, à renforcer la responsabilité sociale et à promouvoir la sensibilisation et la prévention. Dans le cadre des 16 jours contre la violence basée sur le genre, axé sur les thèmes riposter et se reconstruire après les violences, nous formulons les revendications pour une société sans violence. Et les femmes défenseurs des droits des femmes et de l'homme déplorent la montée en puissance des violences sexuelles à l'est de la République démocratique du Congo et exigent des procès équitables sans complaisance contre les auteurs de ces actes inhumains. Elles sollicitent par ailleurs au même moment donc de formation sur l'éducation sexuelle ainsi qu'à l'importance de la femme dans la société. Suivez Rose Maté, activiste des droits des femmes à Goma, au micro d'Elvis Ebama. Les formes de violences les plus courantes en RDC restent et demeurent les violences sexuelles. Pourquoi je parle de violences sexuelles? Parce que ce sont ces violences-là qui sont de plus en plus fréquentes. Parlant de notre province du Nord Kivu, où plusieurs zones de la province sont en proie à l'insécurité. Les femmes et les enfants sont les premières victimes de cette situation et quand elles sont victimes, les femmes, elles sont souvent victimes de violences sexuelles. Les victimes ne dénoncent pas. Elles ne dénoncent pas parce qu'elles sont soit étouffées par les préjugés, elles sont étouffées par les stéréotypes, elles sont également étouffées par les stigmatisations. Une femme qui a été victime de violences sexuelles a du mal à aller dire qu'elle a été victime de violences sexuelles parce qu'elle craint être jugée, elle craint être stigmatisée dans la société parce que tout le monde va dire, voilà, la femme qui a été violée, elle court d'ailleurs le danger d'être rejetée dans sa communauté. Et si la femme arrivait aussi à participer aux instances de prise de décision, cela réduirait sensiblement les cas de violence. Vous savez que l'éducation occupe une grande place dans la lutte contre plusieurs maux, plusieurs fléaux. Il ne s'agit pas que seulement des violences basées sur le genre ou des violences faites aux femmes. Aujourd'hui, nous estimons que si nous mettons dans les systèmes scolaires des notions ou alors des cours qui visent à lutter contre les violences basées sur les genres, nous serons en train d'attaquer le problème à la base. Les ONG des défenses des droits des personnes handicapées plaident et aussi pour l'intégration de la donne inclusive des personnes vivant avec handicap dans l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. Un plaidoyer fait ce lundi 25 novembre 2024 au cours de l'atelier de renforcement de capacité des responsables des ONG de défense des droits des personnes handicapées organisé par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme à conscientiser l'opinion quant à ce. Dieu merci, Diaka nous en parle. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme dans le cadre du programme UNPRPD organise un atelier national de mise en réseau des organisations de personnes handicapées avec les organismes publics du secteur des urgences, de la protection civile et des organisations humanitaires en vue de renforcer leur engagement pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Mireille Mouleka du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui a lancé les travaux de cet atelier a présenté de manière succincte la Convention des personnes vivant avec handicap ainsi que les obligations de l'État envers cette catégorie des personnes. La Convention d'abord relative aux droits des personnes handicapées n'apporte pas de nouveaux droits. Les droits de l'homme sont reconnus à tous les hommes. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, on dit tous les êtres humains, l'article 1 dit tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Dans tous les êtres humains, il y a aussi les personnes handicapées.
Pour leur part, Mélanie Moussao, activiste des droits des personnes handicapées, et Rachel Mbouyi, première vice-présidente au réseau national des associations des femmes vivant avec handicap du Congo, sollicitent l'accompagnement sans faille du gouvernement aux ONG de défense des personnes handicapées dans les stratégies de la promotion des personnes handicapées. Pour ces défenseurs, l'État congolais a un grand rôle à jouer dans l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment en intégrant la donne inclusive des personnes handicapées. L'État est le responsable numéro 1 de mettre en place le mécanisme d'accompagnement pour l'éducation effective des enfants handicapés pour qu'ils participent pleinement au développement futur de notre pays. Nous incitons au moins le gouvernement à pouvoir ne pas oublier la donne handicap dans toutes les politiques, les stratégies, tout ce qui va se faire d'ici 2030, qu'on puisse tenir compte, que le gouvernement, l'État congolais tienne compte de la donne handicap. L'UNPRPD et les partenariats des Nations Unies pour la promotion des droits des personnes handicapées. Cette structure est engagée pour l'application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, des objectifs de développement durable, inclusif et la participation ainsi que l'égalité de tous. 50 participants prennent part à ces assises de haut niveau placées sous le patronage du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le jeune neurochirurgien bénéficiaire de la bourse Jeff Ntalaja vont échanger avec leurs aînés, notamment sur la thématique, la notion de la base du crâne. Ce rendez-vous médical permet de promouvoir la neurochirurgie en République démocratique du Congo. Suivez Suzy Kibiro-Marie. Venus des États-Unis, de l'Europe, de l'Inde, de l'Afrique et d'autres continents, les jeunes neurochirurgiens bénéficiaires de la bourse dénommée Jeff Ntalaja ont foulé le sol de la République démocratique du Congo pour participer au 5e congrès de la neurochirurgie africaine. Kinshasa abrite ses assises de haut niveau où ces jeunes en formation et ceux qui ont fini il y a moins de 10 ans vont échanger à bâtons rompus. Quelques autres marques ont démarré des ateliers. Parmi eux, le professeur Dr Aib Sherian, neurochirurgien, médecin à Krishna en Inde, qui a démontré à son auditoire que l'Afrique évolue dans la neurochirurgie et qu'on ne peut plus utiliser les stéréotypes discriminatoires tels que les pays du tiers-monde pour minimiser le savoir-faire de ces experts en la matière. I think the third world is in our minds. Il dit le tiers-monde, c'est dans nos têtes, dans notre esprit. Mais quand on enlève ça, nous sommes des meilleurs. Le neurochirurgien Dieu merci Kabulo, chef de service de l'hôpital Sendwe de Lubumbashi, dévoile les thématiques qui seront exploitées notamment sur la notion de la base du crâne. Nous venons de commencer le 5e congrès de la neurochirurgie africaine. Ici à Kinshasa aujourd'hui. Aujourd'hui, on a commencé par un atelier sur la notion de la base du crâne. Et après, il y aura un atelier sur la colonne et sur la neurochirurgie vasculaire. Et après, il y aura maintenant le cours, le congrès lui-même, qui va prendre 3 jours. Et il y aura différentes facultés venant de plus de 50 pays qui sont déjà ici pour échanger des notions avec les Congolais. 350 participants bénéficiaires de la bourse Jeff Ntalaja vont interagir avec leurs aînés en parlant également de ce qu'ils appellent le désert neurochirurgical. Ce rendez-vous médical est placé en RDC sous le patronage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Commission de contrôle, identification et de livraison de la carte biométrique aux fonctionnaires et agents de l'État au Maniema. Parlons-en, la délégation dite être satisfaite du déroulement de ces opérations. Au 4e jour de travail, les opérations évoluent bien et félicite l'organisation trouvée sur place à Kindu pour l'exécution rapide du travail. Suivez ce reportage de Roger Bolinda Nsenga, notre permanent sur place dans la ville de Kindu.
La délégation dépêchée par le ministère de la fonction publique à Kindu pour l'opération du contrôle et la délivrance de la carte biométrique travaille sans relâche depuis leur arrivée au chef-lieu de la province du Maniema. Tous les week-ends passés, les agents des différentes divisions ont commencé à être identifiés, recensés et chaque agent en règle avec le document exigé a obtenu sa carte biométrique. Au nombre de 15 personnes, cette équipe va travailler pendant 25 jours à Kindu pour effectuer cette opération. Elle pourra revenir l'année prochaine, soit en 2025, pour continuer avec l'opération. Blaise Kaleba, coordonnateur de l'opération, confirme ici les bons déroulements du travail. Un des hauts fonctionnaires qui venait d'obtenir sa carte biométrique exprime ici ses sentiments. Les choses sont tout à fait bonnes. L'identification vient de bien passer et sans problème. M'a identifié et j'ai déjà ma carte de service. Est-ce qu'il y a eu aucun problème lors de cette opération? Non, il n'y a aucun problème. J'ai été identifié aisément sans aucun empêchement. Merci beaucoup. Okay. Ouverture ce lundi 25 novembre 2024 au centre Caritas Congo à Gombe du 4e congrès extraordinaire électif de la Confédération syndicale du Congo sur le thème « La refondation de la CSC ». Et les délégués venus des différentes provinces vont, en présence de ceux de l'ACV CSC Belgique, élire un nouveau comité journalier et réviser en même temps quelques dispositions des textes réglementaires afin de garantir la pérennité fonctionnelle plus dynamique. Le coup d'envoi des travaux a été donné par le directeur de cabinet du vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Un reportage signé Jacques Moulouba et Pedi Pereira pour les images. Venus des différentes provinces de la RDC, les membres de la Confédération syndicale du Congo s'attellent pendant 4 jours à la refondation de leur syndicat. Ils vont non seulement renouveler l'équipe du bureau journalier, mais également jeter de base de la révision de quelques dispositions des textes réglementaires tels que précisés par le père fondateur et président du comité préparatoire du congrès, Clément Boangui. La déléguée de l'ACV CSC Belgique a quant à elle défini le rôle à jouer par ce syndicat qui doit lutter impérativement contre les injustices en milieu professionnel. Les injustices qui existaient en 2003 continuent bel et bien à exister en 2024. Des salaires non viables, des pensions de misère, des travailleurs à très grande majorité à statut précaire, sans droit au travail, ni accès à la protection sociale. Des inégalités criantes, un État qui trop souvent se dégage de son devoir de garantir les droits sociaux aux travailleurs. Aujourd'hui comme hier et certainement demain, les travailleurs auront besoin d'un syndicat qui compte et qui est crédible et représentatif et qui défend dès lors les travailleurs face à ces injustices. Le congrès étant un moment de la construction des passerelles et de la projection de l'avenir pour la plus grande démocratie sociale, Fidel Kiyangi, membre du syndicat, s'attend à une autoflagellation. Les critiques, nous allons les accepter parce que nous sommes obligés d'accepter les critiques. Mais nous sommes prêts à nous faire flageller par les membres qui vont nous exiger ceci ou cela. Mais le plus important est que nous ayons tous les regards vers l'avenir de l'organisation et que nous puissions, comme l'a annoncé le modérateur, renouveler nos organes, notamment les bureaux journaliers. Nous sortirons de ces assises avec un nouveau bureau journalier. Le coup d'envoi des travaux a été donné par le directeur de cabinet du vice-premier ministre en charge de la fonction publique en présence du délégué du ministre du Travail et de l'Emploi. Et pour sa part, le ministre de la Pêche et l'Élevage, Jean-Pierre Chimonga Bouana, déterminé à redynamiser ces secteurs conformément au programme d'action du gouvernement central. En séjour en province du Tanganyika, le numéro 1 de la pêche et l'élevage congolais a eu à échanger avec les agents de son ministère et les éleveurs qui ont présenté des desiderata dans l'attente des réponses d'idoine dans un délai raisonnable. Dieu merci Diaka nous en parle.
En séjour à Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika, Jean-Pierre Tshimanga-Bwana, ministre des Pêches et Élevage, a organisé des séances de travail avec échanges fructueux le vendredi dernier. Autour de la table, les agents de son ministère qui ont soumis plusieurs dossiers de désidératas dans l'attente des réponses idoines dans un délai raisonnable. Juste après, les patrons de l'élevage du pays s'est rendu dans une ferme d'un fils du terroir avec en son actif plus de 150 têtes de bovins sont élevées. Une initiative qui a réjoui les ministres des Pêches et Élevage, Jean-Pierre Tshimanga-Bwana, occasion pour lui d'encourager les Congolais de faire toujours mieux, ne jamais baisser les bras, mais également de sensibiliser ces éleveurs à la campagne de vaccination qui sera organisée prochainement afin de protéger les bovins déjà disponibles. Je suis venu ici pour encourager les Congolais qui sont dans l'élevage. Je sais qu'ils traversent beaucoup de difficultés. Nous ferons un rapport à qui des droits. Le gouvernement, avec Madame la Première ministre, au chef de l'État, président de la République, ça prouve qu'il y a les Congolais de bonne volonté qui sont dans ces domaines, qui rencontrent beaucoup de difficultés, mais nous, l'État, nous devrions faire quelque chose pour les appuyer. Le ministère est en train de se préparer pour lancer la campagne de vaccination. Nous avons déjà fait ce qu'on appelle les appels d'offres. Dès qu'on nous répond, nous démarrons avec cette campagne de vaccination sur toute l'étendue de la République pour combattre les zoonoses qui mettent en péril nos bétails. C'est très important puisque si nous ne le faisons pas, nous risquons de perdre le peu que nous avons. Jean-Pierre Tshimanga-Bwana a bouclé sa ronde à une visite d'inspection à l'abattoir de Kalemi, le 3e en République démocratique du Congo. C'est un établissement qui nécessite une réhabilitation, a souligné le ministre Jean-Pierre Tshimanga-Bwana. En séjour à Kinshasa, la délégation des notables de la province du Kasaï central a été reçue par Pascal Aimé Mongo de la société Arc-en-Ciel, censée financer les travaux de barrage hydroélectrique de Mbombo à travers l'Agence nationale services énergétiques en milieu ruraux et périurbain. Pascal Aimé Mongo a rassuré cette délégation du lancement des travaux dès le mois prochain. On l'écoute au micro de Soleil Toumba Moufika, correspondant TGA. Les problèmes qui préoccupent la province du Kasaï central me préoccupent au plus haut point. Et donc là, nous allons échanger sur la situation barrage qui devrait être construit au niveau de la chute de Mbombo. Ils veulent être effectivement renseignés parce que il y a des études qui devaient être réalisées pour que nous sachions si le projet est rentable. Et les études de rentabilité qui ont été bouclées la semaine dernière ont démontré que le projet va être rentable. Et donc, c'est l'élément que nous attendions. Maintenant que nous sommes rassurés, et donc nous allons maintenant mettre la main à la pâte pour que le projet puisse démarrer à la 2e semaine du mois de décembre. Parce que la première semaine du mois de décembre, on pourra déjà mettre à la disposition des financements. Et je suis très flatté par l'engagement pris par les notables de pouvoir faire un contrôle citoyen. Parce que pour nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est que les barrages soient construits. Mais il faut noter que ceux qui apportent des financements attendent aussi des retours du financement. Donc il fallait d'abord préalable finir avec des études de rentabilité. Dieu merci que les études ont démontré que ce projet est rentable. Nous ne sommes pas l'État, nous sommes des privés. Et donc voilà, et je suis très satisfait par rapport à leurs revenus. Et j'ai aussi profité de l'occasion pour leur annoncer qu'au-delà du projet de construction du barrage, nous pensons aussi faire les projets agro-industriels pour que Kananga soit le centre qui va commencer à commercialiser la farine de maïs qu'on appelle communément semoule et autres. Parce que ça sera produit sur place, le maïs transformé sur place. Donc voilà les... Alors ce qui est aussi important, c'est la demande formulée par les notables de me voir à Kananga. Et ça, j'ai donné ma parole. Je serai à Kananga, certainement la première semaine du mois de décembre. Dans l'actualité restante, les 26 boursiers congolais de la première promotion de l'Académie internationale de management Excellencia, remise des diplômes de la première promotion justement de cette académie de management, qui ont reçu leur diplôme en présence de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, initiatrice du dit programme Excellencia. Reportage.
Une étape historique pour l'éducation des boursiers Excellencia. Ces 26 Congolais de la première promotion de l'Académie internationale de management Excellencia ont effectivement reçu leur diplôme de licence en coordination des projets alternatifs et solaires aux côtés de 12 de leurs collègues français et d'autres nationalités à l'école 3A à l'école internationale du management responsable. C'était en présence de l'initiatrice de ce programme, la première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, marraine de cette édition. Vous êtes désormais les bâtisseurs de notre avenir commun, porteurs d'une responsabilité immense mais noble, celle de transformer, d'innover et de contribuer à créer un monde meilleur. Votre vocation désormais est claire. Devenez des ambassadeurs de l'excellence. Dans tout ce que vous entreprendrez, c'est cette vocation qui guidera vos pas et fera de vous des agents de transformation pour nos communautés et pour le monde. Ce programme de double diplomation est le fruit d'un partenariat novateur entre la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi et les groupes de l'Inde, avec pour objectif de promouvoir l'excellence académique et de préparer une élite congolaise capable de relever les défis de développement du pays. Et ce projet consistait à avoir une formation, une promotion d'étudiants qui allaient étudier à notre académie, notre Académie internationale de management Excellencia qui est basée à Kinshasa. Et il ferait 2 années à Kinshasa, 1 année en France pour finir le premier cycle, le cycle des licences. Les boursiers ont exprimé leur gratitude envers la première dame et l'ensemble des acteurs impliqués dans leur parcours. Ça vraiment c'est une grande joie et ça sera plus particulièrement joie quand je saurai transformer maintenant toute cette compétence que j'ai acquise à l'école 3 ans en action visible et palpable dès que je serai au pays. Certains ont confié leur projet d'avenir allant de la création d'entreprises agroalimentaires pour réduire les importations à RDC à la coordination des projets humanitaires et des développements locaux. Ce journal tire déjà vers sa fin le rappel des titres. Luanda, la capitale angolaise, abrite depuis ce lundi une réunion ministérielle tripartite dont lui revient la médiation. Au cœur du débat, les tensions persistantes entre Kigali et Kinshasa. La neutralisation des FDLR reste un défi à relever. Changement de la constitution congolaise, l'élan continue à se délier. Le parti cher Adolphe Mozitou, Nouvel Élan, se prononce en son tour. Ce parti de l'ancien Premier ministre soutient le changement de cette loi fondamentale qui nécessite des réformes parce qu'étant conçue par le besoin d'une transition. Enfin, l'humanité a célébré ce 25 novembre la journée internationale pour l'élimination de la violence faite à l'égard des femmes. 16 jours d'activisme sont lancés en cette fin sous le thème « Riposter, se reconstruire après les violences ». L'heure est donc à la conscientisation de tous les genres pour réduire le taux élevé de violences enregistrées. À la seule province du Nord Kivu en RDC, c'était tout pour l'essentiel. Fin de ces journaux, merci de votre fidélité. Excellente suite de soirée sur nos antennes et à très vite. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.